Alors, comme l'a dit Thierry, accélérons. Et place maintenant à la première table ronde sur les enjeux de la construction et la réparation bas carbone pour les assureurs. Dans cette table ronde, nous allons parler du scope 3, des enjeux et des défis donc liés à ce scope 3, les émissions indirectes, le cadre juridique, la gestion d'un sinistre bas carbone, les potentiels surcoûts financiers. Bref, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Fabrice Bonifay, directeur développement durable chez Bouygues et président du C3D. Fabrice. Evgenia Dereviankine, avocate associée environnement au cabinet Paradigme. Christophe Sampels, cofondateur de la société Lumia. Il m'a piqué ma place. Christelle Ebner, directrice de l'Observatoire de la construction AQC. Et Alain Decorniquet, spécialiste construction étanchéité enveloppe des bâtiments, président de la filiale XI+. Bonjour à tous. Je récupère tout ça, pas de souci. Bonjour à tous. Alors merci d'être avec nous. Alain, j'ai envie de commencer par vous. Commençons par vous. Qu'entend-on par construction et réparation bas carbone ? Vaste sujet. Thèse, antithèse, synthèse, vous avez... J'ai combien de temps ? Tout dépend. 10 minutes, hein, 5 minutes. Vaste sujet. Qu'entend-on par construction ou réparation bas carbone ? On entend déjà diminuer l'impact carbone de nos constructions neuves et de nos travaux de rénovation. Alors, diminuer l'empreinte carbone, comment fait-on ? Il faut utiliser des matériaux déjà qui, eux, ont une empreinte carbone la plus faible possible, mais également utiliser des méthodes qui soient appropriées et qui permettent de réduire cette empreinte carbone lorsque on réalise des travaux. Et puis, il y a un maître mot, et je pense qu'il est important, il faut qu'on se le répète et qu'on le rappelle. Ce mot, c'est sobriété. Sobriété parce que l'impact carbone d'une construction et je dirais les caractéristiques techniques d'un matériau, plus on va être massif, plus on va avoir de masse, plus on va avoir de poids. En bref, plus il y aura de matière, plus l'impact va être fort. Donc déjà, il faut avoir à l'esprit un esprit effectivement de sobriété dans la construction. Donc ça demande peut-être parfois de l'inventivité, puis essayer de trouver des solutions qui permettent d'optimiser une construction ou une réparation, parce que le choix du matériau ne fait pas tout. Il y a de belles images qui étaient autour de nous. On voit beaucoup de bois et de l'arbre. Alors le bois, c'est bien parce que c'est un puits de carbone et puis c'est un matériau renouvelable. Donc voilà, ça ne consomme pas beaucoup d'énergie primaire pour le transformer. Mais il n'en reste pas moins que le bois, ça pourrit, le bois, ça brûle. Donc il faut aussi tenir compte de ces problèmes-là lorsqu'on l'incorpore à un bâtiment pour avoir une construction, in fine, qui réponde à ce qu'on attend d'elle. Donc construire bas carbone, diminuer l'empreinte carbone des bâtiments, certes. Il faut aussi avoir à l'idée qu'on doit être sobre énergétiquement. Donc il faut aussi que la construction ne consomme pas trop d'énergie primaire. Donc c'est aussi une des préoccupations des constructeurs lorsqu'on parle de construction bas carbone. Une fois de plus, la sobriété. Et puis, bien évidemment, alors ça peut passer également par l'utilisation de production d'électricité, notamment photovoltaïque, pour essayer de rendre les bâtiments, dans l'idéal, ou bien neutres au niveau de leur consommation énergétique, ou bien à énergie positive. Donc ça, c'est le Graal, je dirais, lorsqu'on fait de la construction aujourd'hui, de pouvoir atteindre cet objectif. Et puis également avoir toujours à l'idée cette nécessaire sobriété dans la construction. Merci Alain, j'ai l'impression qu'on a beaucoup évoqué le scope 1 et scope 2 finalement. On va parler du scope 3, Fabrice, ces fameuses émissions indirectes. Quels sont les impacts et les enjeux de ces émissions indirectes sur la construction et la réparation ? En fait, l'essentiel de l'empreinte carbone d'un bâtiment, c'est son scope 3 en réalité. Parce que les constructeurs achètent tout. Ils ne font que... Ce sont des ensembliers. Donc, l'essentiel de l'empreinte carbone d'un bâtiment, c'est ses composants, comme l'a dit monsieur, je suis d'accord. Mais là, si on veut vraiment décarboner, il faut arrêter de construire. Voilà.
Donc le problème, il est là, en fait. Le vrai enjeu pour les pays à haut revenu dont on fait partie, c'est d'avoir conscience que l'objectif maintenant, dans les années qui viennent, ça va être de rénover surtout le parc existant, en tertiaire et en logement, parce qu'on est déjà hyper équipé, il faut reconnaître. Et que l'empreinte carbone, il y a deux phases. Il y a la phase de construction, évidemment, et puis il y a surtout la phase d'exploitation. Parce qu'un bâtiment, a priori, ça dure assez longtemps. Et ce n'est pas le tout de baisser l'empreinte carbone de la construction si on construit un bâtiment qui n'est pas sobre dans l'utilisation de ses flux physiques tout au long de son cycle de vie. Et donc, la révolution du bas carbone aujourd'hui dans le bâtiment, c'est ce qu'on appelle le coût carbone complet. Déjà, évitons de construire. Si on peut éviter de construire, il faut rénover. Il faut rénover avec des matériaux, si possible, géosourcés plus que biosourcés, parce que le bois, oui, c'est bien, mais il y a beaucoup d'études sur ce qui montre que le bois est peut-être pas si vertueux dans certains cas d'utilisation. On va en reparler. On va en reparler très, très bientôt, je pense, dans la presse. Et donc, par contre, il y a surtout la forme géométrique du bâtiment qui compte beaucoup. On appelle de conception bioclimatique, pour que le bâtiment intrinsèquement consomme peu de flux physiques en exploitation. Et puis surtout, on va parler du réemploi, parce qu'aujourd'hui, le bâtiment, c'est 46 millions de tonnes de déchets tous les ans, qui sont pour 70%, on fait un peu de recyclage, mais du recyclage de bas niveau, et on fait moins de 1% de réemploi. Donc toute l'idée, là, maintenant, ce qu'on fait chez Bouygues, on a ouvert une plateforme qui s'appelle Cinéo, où tous les bâtiments hors d'usage, les BHU, avant de les détruire, avant on les détruisait de façon assez bestiale, sans rien récupérer. Maintenant, ils sont curés d'une façon propre. On récupère tout ce qu'on peut. C'est comme dans le cochon, le bâtiment, on peut tout récupérer, tout est bon, pratiquement. Et donc on remet tout ça en état, les huisseries, les faux planchers, les armoires électriques, les produits blancs, tout ce que tu veux. On remet tout ça en état et ensuite on le réimplante dans d'autres bâtiments. Et ça fait notablement baisser l'empreinte carbone du bâtiment rénové ou du bâtiment neuf, parce qu'on ne compte pas deux fois des choses qui ont déjà été fabriquées, donc ça compte pour zéro dans le bilan carbone. Donc ensuite, et je finirai par ça, parce que si vraiment on veut décarboner, le problème, c'est même pas la construction, c'est même pas l'exploitation, c'est l'intensité d'usage. Et les bâtiments, ils sont structurellement sous-utilisés aujourd'hui, tous les bâtiments. Donc nous, on en fait des milliers par an chez Bouygues, en France, à l'international. Et depuis quelques années, on s'intéresse à la façon dont nos clients utilisent les ouvrages. Et là, on est estomaqué parce qu'on s'aperçoit que ce soit pour les bâtiments publics ou les bâtiments privés, le bâtiment public, c'est entre 15 et 20% du temps moyen d'utilisation. Et les bâtiments privés, tertiaire privé, c'est 20-25% du temps. Et quand on fait un zonage à l'intérieur des espaces du bâtiment, on peut descendre à des taux d'utilisation qui sont de moins de 1% dans certaines zones. Par exemple, les salles polyvalentes, c'est moins de 1% du temps. Les restaurants entreprises, c'est 3% du temps. Les rooftops, quand il y en a, c'est 0,1% du temps. Les parkings, c'est 10-15% du temps. Et donc, le vrai enjeu pour les années qui vont venir, vu qu'on va moins construire, je rappelle, dans les pays du Nord, ça sera moins vrai dans les pays du Sud, ça va être de faire transpirer les assets, c'est-à-dire de dire à nos clients, écoutez, nous, ce qu'on vous propose, c'est que vous utilisiez le bâtiment quand vous en avez l'usage, bien sûr, mais quand vous n'en avez pas l'usage, pour certaines zones, c'est de faire rentrer le dehors dedans, pour faire que votre bâtiment passe d'un taux d'utilisation moyen de 25%, par exemple, à 35, 40, 40%. Et c'est ça qui va nous permettre de décarboner le secteur de la construction, parce que le but, c'est d'avoir moins de bâtiments, mais des bâtiments plus utilisés, beaucoup plus utilisés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a racheté Equance, qui est une entité qui aide en fait les propriétaires de bâtiments à avoir des bâtiments qui vont être beaucoup plus utilisés qu'avant, donc qui vont d'ailleurs dégrader leur consommation d'énergie par mètre carré, parce qu'il y aura plus d'usage, mais qui vont améliorer leur empreinte carbone par utilisateur. Et c'est ça qu'il faut faire baisser, c'est l'empreinte carbone en absolu. Le but, ce n'est pas d'améliorer l'efficience énergétique ou l'efficience carbone d'un bâtiment en intensité carbone. La planète se fout qu'on ait des bâtiments qui soient avec une meilleure intensité carbone. La planète, ce qu'elle veut, c'est qu'on réduise en absolu nos émissions. En absolu, c'est que d'année en année, il y en ait de moins en moins pour atteindre la neutralité carbone planétaire. Et donc pour ça, on sait très bien qu'il va falloir rénover le parc existant et faire en sorte que les bâtiments soient plus utilisés. Et donc, pour finir sur ton scope 3, là, ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait des relations avec nos fournisseurs qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec nos fournisseurs ?
Alors ça, c'est le modèle d'aujourd'hui. Hein. C'est le modèle que vous connaissez tous. Quand un client nous demande qu'on lui construise son bâtiment, qu'est-ce qu'on fait ? Il nous dit, voilà, il y a le bâtiment qui a l'écran, là. Le client nous dit, est-ce que Bouygues, vous êtes capable de construire ça ? Alors on dit, bah oui, c'est pas compliqué. Donc le client lance un concours, et c'est le constructeur qui propose le prix le plus bas qui remporte le marché. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans 99% des cas en France ou dans n'importe quel pays. Et nous, pour avoir le prix le plus bas, comment on fait ? On va voir tous les fournisseurs d'équipements, de la façade, les ascenseurs, le système de lighting, les faux planchers, tout. Et puis on fait des appels d'offres là, pour prendre le fournisseur qui va équipement par équipement, mais y compris pour les matériaux. Hein. C'est pareil pour le béton, c'est pareil pour tout. Et on prend les moins chers, forcément. Alors les moins chers, dans le respect des garanties qui sont... parce que tout ça, c'est très normé. Il faut livrer au client, bien sûr, un bâtiment conforme aux normes et aux règles de l'art. C'est ce qu'on fait. Sauf que les fournisseurs, pour remporter les appels d'offres, vont eux-mêmes tirer les prix auprès de leurs propres fournisseurs. Et on arrive à avoir des équipements qui, le jour de l'inauguration du bâtiment, tout ça, ça fonctionne très bien. Mais tout a été tellement optimisé, tout a été tellement fait pour que ça dure juste le temps de la garantie, quoi, grosso modo. Hein. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence plus ou moins programmée. Les 2-3 premières années, tout va bien, quoi. Et puis après, nous, ça fait longtemps qu'on est partis. Hein. Et puis après, tout va mal. Voilà. Tout va mal. Et là, du coup, au bout de 2-3 ans, le propriétaire du bâtiment dit il va falloir qu'on change ça parce que, oui, c'est normal. On aurait pu le dire avant. Hein. Et donc là, on a décidé de changer notre fusil d'épaule pour baisser l'empreinte carbone du scope 3. Parce que c'était ça ta question. Hein. Ouais. Pour baisser l'empreinte de carbone du scope 3, on est en train de dire à nos partenaires équipementiers, donc ceux qui fournissent l'ascenseur, ceux qui fournissent les lumières, l'armoire électrique, les onduleurs, tout ce que tu veux, enfin tout ce qui compose un bâtiment, on leur dit vous allez rester propriétaire de votre équipement. Voilà, donc vous allez d'ailleurs le financer. Donc ça fait baisser le capex du bâtiment, notablement. Hein, le bâtiment va coûter moins cher. Mais bien sûr, le propriétaire, qui soit l'utilisateur ou pas, peu importe, lui, il va être content parce que le bâtiment va lui coûter moins cher, donc il va avoir emprunté moins d'argent, ça lui fera moins de frais financiers, c'est extraordinaire. Mais par contre, ça va faire augmenter les OPEX parce qu'il va avoir un droit d'usage de l'ascenseur. On n'achète plus un ascenseur, on achète de la mobilité verticale, on n'achète plus de système d'éclairage, on achète de la lumière. Voilà, donc on n'achète plus une armoire électrique, on achète un dispatcher de système d'énergie. Et ce droit d'usage, forcément, ça va augmenter les OPEX. Et donc, le client nous dit, vous êtes gentil, ça coûte moins cher, mais ça coûte beaucoup plus cher en loyer. Et là, on lui dit, non, bonne nouvelle, comme vous n'allez pas utiliser votre bâtiment 100% du temps, on va vous trouver des utilisateurs secondaires qui vont vous donner des recettes d'exploitation additionnelles qui vont vous permettre de payer le surloyer. Et là, tout le monde est content. Et c'est quoi la résultante en termes de carbone ? C'est que nous, quand on regarde sur la durée de vie d'un bâtiment qu'on calcule sur 50 ans aujourd'hui, ce qui est beaucoup trop peu, hein, on devrait le calculer sur 200 ans, mais sur 50 ans, parce que la norme nous dit 50 ans, avec le modèle d'avant, les équipements étaient changés tous les 6-8 ans, en moyenne. D'abord, ils commencent par être réparés, puis ensuite, ils font les changer. Quand vous passez en as de service, on est connu de la fonctionnalité, où le gars qui pose l'ascenseur, il sait qu'il est à lui l'ascenseur, donc il a tout intérêt à ce que ça dure le plus longtemps, parce que chaque minute marginale de bon fonctionnement de l'ascenseur, c'est du business pour lui, c'est de l'argent pour lui. Mais lui, il ne va pas le concevoir de la même manière, du tout. Hein. Les poulies, tout est surdimensionné au moment de la première pause, donc là, ça va dégrader un petit peu l'empreinte carbone de l'équipement. Mais par contre, comme il ne va jamais le changer, arrivé sur la durée de vie du bâtiment, on arrive à faire baisser l'empreinte carbone du lot équipement qui correspond à 40% de l'empreinte carbone du bâtiment de 10 à 12 fois. Donc on est 10 à 12 fois moins carboné qu'avec le système classique. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas un problème de technologie. Il faut se calmer tout de suite là. C'est pas un problème on va inventer des bâtiments avec des matériaux nouveaux, on va prendre du bois. Tout ça c'est faux. C'est un problème de modèle d'affaires. Le problème est le modèle d'affaires. Et c'est pour ça que j'ai déjà trop parlé. Et le grand spécialiste de ça, parce qu'on lui a piqué toutes les idées, c'est mon voisin de droite. Et toi, tu m'as piqué mon job. Christophe, alors, parlez-nous de ce nouveau modèle d'affaires. Comment le créer ? Alors effectivement, il y a énormément de nouveaux modèles d'affaires à concevoir. Alors peut-être juste en préambule, je voudrais dire une chose. Alors le thème est le thème du bas carbone. Et évidemment, au regard du dérèglement climatique, c'est un sujet d'importance prioritaire. Il faut s'y attaquer. Mais il y a un risque à surfocaliser sur la question du carbone, c'est à faire du déplacement de problème.
Et donc, nous, on aime souvent dire qu'il faut ajouter au carbone 2 contraintes supplémentaires, ou en tout cas 2 enjeux connexes. À minima, l'enjeu de la biodiversité et des services écosystémiques, ça c'est un, et l'enjeu de l'eau. Alors, on pourra en ajouter d'autres, mais quand on a ces 3-là dans le radar, déjà, on se prémunit beaucoup du déplacement de problèmes. Alors maintenant, au niveau des modèles économiques, on a effectivement... alors, il faut savoir que chaque modèle économique a une dynamique de performance implicite. Ça veut dire quoi, une dynamique de performance d'un modèle économique? Ça veut dire que si vous regardez la configuration d'un modèle économique, il vous dit ce que vous avez intérêt à faire et ce que vous n'avez pas intérêt à faire. Quand Fabrice nous dit un modèle économique qui vise à tirer les prix vers le bas en coût d'acquisition, en coût de construction, implicitement, il induit un comportement le long de toute la chaîne de valeur qui minimise la qualité intrinsèque et favorise le gaspillage. Quand on passe sur un modèle économique d'économie de fonctionnalité et de coopération, les modèles serviciels, la dynamique de performance, elle change complètement puisqu'elle se fonde désormais sur des gains d'efficience. Vous avez intérêt à être très efficient dans la manière de répondre à la fonction et ensuite à vous rémunérer sur cette fonction. C'est la capacité à être le plus efficient possible pour répondre aux besoins sous-jacents qui va déterminer votre rentabilité. Donc les modes de pilotage de ces modèles économiques n'ont plus du tout rien à voir. Et puis on peut aller encore un cran plus loin. Et si on intègre les enjeux que j'évoquais de biodiversité, de services écosystémiques et d'eau, on peut se dire, et si on arrivait à rentrer dans la dynamique de notre modèle économique, des enjeux tels que le renforcement des services écosystémiques, par exemple. Aujourd'hui, on sait, et ça résonne directement avec les sujets de la protection des risques, on sait que les solutions fondées sur la nature sont probablement les meilleurs remparts contre les risques de catastrophes naturelles. Et donc, comment est-ce qu'on inscrit dans le cœur des modèles économiques ces reconnexions au système vivant, ces reconnexions aux solutions fondées sur la nature? Et comment est-ce que, et là je fais le lien avec les métiers de l'assurance, comment est-ce qu'on encourage ce type de pratique par des innovations de modèles économiques à l'échelle de l'assureur? Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous assurez majoritairement des biens. Alors c'est très intéressant, mais si vous assuriez demain des fonctions, si vous assuriez demain des usages, ce serait beaucoup plus pertinent. Parce que il ne faudrait plus remplacer un bien dès qu'il est désuet. Non, il faut assurer une continuité de fonction. Et donc, dès qu'on a dit ça, il devient beaucoup plus vertueux d'utiliser du réemploi que d'utiliser du neuf, puisque c'est moins carboné, c'est moins coûteux, c'est plus vertueux sur tous les plans. Et donc, vous voyez que, en fait, la logique qui vaut pour le bâtiment, elle vaut pour l'assureur. Après, il y a 30 000 innovations de modèles économiques qu'on peut penser à l'échelle de l'assureur, mais ça, on va peut-être revenir là-dessus après. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. On a vraiment eu un point de vue macro. Maintenant, on va aller sur le terrain. Christelle, concrètement, comment est-ce qu'on construit, on rénove bas carbone? Oui, bonjour à tous. Effectivement, moi je vais revenir plus sur la partie terrain avant qu'on change de modèle économique, de paradigme, mais ça on est vraiment sur le fond. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit apparaître nous au niveau de l'agence qualité construction? C'est plutôt des nouveaux matériaux. Évidemment, on parle beaucoup du biosourcé, du bois, c'est quand même ce qu'on voit arriver, ce qui se développe. Les matériaux de réemploi, parce que comme vous dites, un matériau réemployé, donc au niveau de la RE 2020, ça a un impact carbone nul. On voit aussi arriver le béton bas carbone. Donc voilà, on est plutôt sur des changements de matériaux, sur des changements de mode constructif aussi, sur de la mixité de matériaux également, c'est le bon matériau au bon endroit. Et donc voilà, tout ça, ça implique beaucoup aussi de changements dans la construction de tous les acteurs. Donc il y a un besoin de formation aussi. Donc tout ça, ça a des coûts, ça induit des coûts. Et puis il faut écrire les référentiels qui accompagnent tous ces nouveaux matériaux, toutes ces nouvelles choses. Voilà. Et juste, il y avait 2 choses qui me tenaient à cœur aussi, c'est de dire effectivement... pour baisser le coût, l'impact carbone, c'est évidemment de moins construire, voire de ne pas construire et notamment de rénover, mais aussi de rénover ou de construire bien, parce qu'évidemment, moins on aura de sinistres derrière et on aura aussi un impact carbone moindre. On parle aussi beaucoup avec ces matériaux, je vous parle beaucoup de l'enveloppe, mais il y a aussi tout ce qui est réparabilité des équipements techniques qu'il faut vraiment qu'on prenne en compte. C'est-à-dire, nous, on avait fait une étude il y a quelques années, c'était vraiment très peu pris en compte. On ne sait pas démonter un équipement technique, on ne sait pas remplacer les pièces ou on ne les a pas disponibles non plus. Je parle de toutes les cartes électroniques. On a beaucoup de mal à en trouver. Voilà, et aussi des intervenants qui sont formés
pour faire de la réparation et non pas pour changer une PAC ou une chaudière dans son ensemble. Donc voilà, donc ça c'est plus maintenant le terrain, c'est effectivement le passage, pour l'instant c'est plutôt matériaux biosourcés, réparabilité, voilà, avant qu'on change vraiment de paradigme, qui sera je pense la prochaine étape. Merci beaucoup Christelle. Alain, est-ce que le BIM est utile dans la décarbonation? Est-ce que le BIM. Alors, est-ce que le BIM est utile tout simplement? C'est peut-être une question aussi, ça. Hein. Alors, ouais, c'est une plaisanterie, mais oui, effectivement, c'est le genre d'outil qui permet effectivement sans doute d'être plus efficace. Et puis, Fabrice parlait tout à l'heure d'optimisation dans le fonctionnement des bâtiments, de mieux gérer ses ressources et de mieux utiliser finalement les bâtiments existants qu'on peut avoir. Le modèle BIM, ça permet d'être plus efficace dans la construction d'un bâtiment, peut-être plus efficace dans sa déconstruction, sans doute très efficace dans sa maintenance. Donc l'intérêt, effectivement, c'est de pouvoir être optimisé au niveau de la consommation énergétique et de disposer d'un modèle qui nous permet d'agir assez vite et d'une façon très efficace sur la maintenance du bâtiment, sur le remplacement des éléments qui le constituent. Après, le modèle BIM en lui-même, il a déjà un impact auquel il faut réfléchir aussi, parce que ça fait tourner des serveurs électroniques, ça mobilise beaucoup de ressources au niveau informatique. Donc, comme pour tous les outils qu'on utilise, il faut réfléchir à ce qu'on fait, et puis il faut analyser le gain qu'on peut en retirer. Calculé, ça on le verra dans la seconde table ronde. Merci beaucoup. Evgenia, on va parler du cadre juridique. Quelles sont les conséquences juridiques associées à la décarbonation de la construction et de la rénovation? Moi, je parlerais plutôt, je pense, des produits bas carbone. Parce qu'en fait, un des moyens d'éviter les émissions, de réduire les émissions, c'est de recourir à des matériaux, à des produits qu'on appelle bas carbone. Mais c'est relativement nouveau, en fait. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire exactement, bas carbone. En fait, la définition classique consiste à dire que ce sont des produits qui ont une empreinte carbone moindre si on les compare à des produits classiquement utilisés dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions. Donc pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, ils utilisent du réemployé, du recyclé. Et c'est vrai que quand le commun des mortels pense à ces produits-là, il peut se dire que le risque d'utilisation de ces produits, il est plutôt dans le fait qu'ils ne soient pas neufs, qu'ils soient déjà usagés, qu'ils soient un peu abîmés. On parle souvent de matières premières, secondaires voulant dire de deuxième qualité. Donc ce n'est pas totalement bon. Mais pour moi, juridiquement, le risque n'est pas là. Hein. Le risque n'est clairement pas dans la qualité intrinsèque de ces produits. Parce que si on se concentre uniquement sur la qualité intrinsèque, il faut savoir que le législateur oblige toute personne qui met sur le marché un produit à base de recyclé ou un produit réemployé de faire en sorte qu'il réponde aux mêmes normes qu'un produit neuf, tout simplement. Donc certes, peut-être le produit réemployé n'aura pas une assurance, je suis désolée, une garantie commerciale large, hein, donc ce ne sera pas 1 an, 2 ans, ce sera certainement moins, mais il aura exactement les mêmes qualités qu'un produit neuf et son fabricant s'en assurera et s'en portera garant. Donc toutes les garanties légales s'appliquent de la même manière, il n'y a aucun risque, aucune différence. En revanche, le risque, le vrai, pour moi, il se situe sur c'est quoi en fait bas carbone et qu'est-ce que ça implique pour les reporting. Parce qu'on a tous compris qu'aujourd'hui, diminuer les émissions, ce n'est pas seulement une urgence climatique, c'est aussi une obligation légale. Le législateur attend de vous, assureurs, et de vous, assurés, que vous expliquiez dans vos bilans carbone ou dans vos déclarations de performance extra-financière comment vous faites pour diminuer vos émissions. Et un des moyens de diminuer, c'est de recourir à des produits bas carbone. Or, c'est des données en fait. Recourir à des produits bas carbone, il faut savoir de quoi on parle exactement, quelles données on va reporter et est-ce que c'est une donnée exacte. Et c'est là où on a un vrai souci. Aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes qui sont proposées pour calculer exactement combien d'émissions on a évitées, combien d'émissions on va pouvoir prétendre dire qu'elles n'ont pas été émises. Mais il n'y a strictement aucun moyen de savoir si pour tel ou tel produit, c'est totalement vrai, que le chiffre est exact. Donc les méthodes, vous en connaissez beaucoup. Il y a les normes EN 14040, EN 14067 qui parlent des moyens de calculer les cycles de vie,
les moyens de calculer les empreintes carbone de tel ou tel produit. Mais in fine, tout dépendra du scénario de référence que le calculateur choisira. Et celui-là, il est tellement subjectif. En fait, on est censé partir du principe que un produit similaire, mais n'est pas fait à base de recycler ou de réemployer, répondant à toutes les obligations légales, fait X émissions, et donc vous allez faire mieux. Mais encore une fois, des produits, il y en a des masses. Comment choisir le bon? Donc là, l'enjeu sera vraiment sur la fiabilité de données, sur les certificateurs qui vont pouvoir revérifier ces calculs. Donc pour moi, vraiment, l'avenir est dans la fiabilité de la donnée plutôt que dans la qualité qui, elle, ne pose aucun problème. Quels sont les surcoûts? Il y a des surcoûts potentiels, j'imagine. Lesquels sont-ils? Evgenia, Christelle, peut-être Christelle? Les surcoûts, ça va être au niveau des matériaux, ça va être leur disponibilité. Il y a des matériaux où on risque d'être en pénurie plus vite que prévu. Donc forcément, qui dit pénurie dit forcément augmentation des prix. Il y a la mise en place des filières aussi. Donc tout ça, c'est des coûts indirects. La mise en place des filières, les filières de réemploi notamment, qui doivent se structurer pour pouvoir effectivement proposer des produits réemployés, mais effectivement attestant d'une qualité. Et puis on a donc aussi toute la formation des acteurs de façon à suivre ces nouveaux matériaux, savoir les mettre en œuvre, etc. Donc tout ça, ce sont les coûts induits, et puis l'écriture des référentiels pour pouvoir justement, et avoir ce retour d'expérience aussi, parce que, comme vous le disiez, c'est des matériaux qui sont, même si pour certains, on parle de la paille, c'est ancestral, mais en fait, ça reste quand même très nouveau sur l'employabilité dans les constructions qu'on fait actuellement. Et du coup, il faut qu'on ait des retours d'expérience aussi pour pouvoir alimenter les référentiels. La formation est clé, oui, en effet. Evgenia, peut-être d'autres surcoûts? Juste pour ajouter par rapport à ce que dit Christelle, c'est tout à fait vrai qu'il y a une certaine pénurie due au fait que les matériaux ne sont pas actuellement disponibles en quantité. Je parle notamment du réemploi, mais ce sont des choses qui vont changer, puisqu'il y a des mécaniques légales, réglementaires, qui sont en place et qui existent pour permettre justement à renflouer ces filières et les rendre efficaces. Et un des mécanismes de cette nature, c'est le REP, en fait, la responsabilité élargie du producteur, où le fabricant, tout fabricant d'un produit soumis à ce système est obligé de pourvoir dès le début de la vie du produit à sa fin de vie, et notamment aux moyens dont ce produit va pouvoir être employé. Et c'est quoi en fait la contribution du fabricant? Elle est financière, donc il est censé financer les filières de réemploi, rééquilibrer leurs comptes, justement, si jamais elles sont déficitaires, pour leur permettre de vivre et pour créer ces modèles économiques nouveaux. Merci beaucoup, Fabrice. Comment est-ce qu'on peut limiter ces surcoûts? Pour limiter les surcoûts, il faut changer de modèle. Voilà. Donc, je crois qu'il faut arrêter de se raconter des carabistouilles. On a déjà, ça fait des années qu'on essaye de tout optimiser et qu'on est quand même arrivé à un système qui est obsolète. Et si on veut faire en sorte que les logements redeviennent abordables, si on veut que les bâtiments baissent en coût, il faut générer, il ne faut pas raisonner tout le temps en termes de coûts, il faut raisonner en termes de recettes. Et alors, je m'explique. Donc, les recettes, Christophe en parlera mieux que moi, il y a les services rendus à la nature. Alors ça, c'est des coûts, c'est des recettes indirectes qui sont difficiles à calculer parce que le fait d'avoir un bâtiment qui émet moins de gaz à effet de serre, qui participe à la restauration de la biodiversité parce qu'on va mettre des zones humides de côté pour épurer les eaux grises du bâtiment. Hélas, comme dans la comptabilité publique, la dette environnementale n'est pas on n'est pas obligé de la rembourser, ça ne compte pas dans le compte d'exploitation. En revanche, la notion de bâtiment centre de profit, c'est une notion qui commence à apparaître. Nous, on a inventé chez Bouygues le BHEP, le bâtiment hybride à économie positive, où on fait en sorte que le bâtiment devienne un producteur net de recettes financières. Alors comment, par quel miracle, on peut arriver à faire ça? Pour faire en sorte de payer les surcoûts éventuels qu'on va avoir forcément avec des nouveaux matériaux biosourcés ou géosourcés, ou le réemploi qui va être un peu plus cher au début parce que, hélas,
Qui dit réemploi dit démontabilité avant, et c'est la main-d'œuvre qui coûte cher aujourd'hui en Europe. C'est pas le matériau en tant que tel qui va coûter cher, mais c'est toute la manipulation qui est associée au matériau, à l'équipement. Alors, pour que le bâtiment puisse être économiquement viable, il faut qu'il rapporte de l'argent au-delà des loyers de l'occupant. Et alors, comment on peut faire en sorte pour qu'il rapporte de l'argent ? Déjà, ça a été dit, il faut qu'il soit producteur net de flux physiques. Donc maintenant, les bâtiments énergie positive, c'est Bouygues qui les a inventés. Donc on sait le faire. C'est les bâtiments qui produisent plus d'énergie renouvelable qu'ils en consomment sur un an. Et on est capable de tartiner tout type d'infrastructure aujourd'hui de photovoltaïque avec des intégrations architecturales qui tiennent la route. Alors c'est un vrai enjeu aussi pour les assureurs, cette histoire. Il faut que ce soit très très bien fait parce que ça peut prendre feu accessoirement ce truc-là. Donc, mais bon, il faut choisir son constructeur, bien sûr. Ensuite, on peut aussi récupérer, bien sûr, toutes les eaux grises, toutes les eaux pluviales pour les traiter in situ et s'en resservir, notamment pour les toilettes du bâtiment. Donc, on a fait ça pour notre siège social de Bouygues Construction à Challenger, où la totalité des eaux grises et des eaux pluviales, et même une partie des eaux noires, sont traitées in situ dans une phytoremédiation. On réinjecte tout ça dans le bâtiment. Du coup, on a divisé par plus de 2,5 l'eau potable qu'on utilisait avant. Eau grise, eau noire. Alors le riz, c'est tout ce qui vient des douches, les eaux de vaisselle ou de la machine à laver. Les eaux noires, c'est plus sale encore. Et les eaux pluviales, c'est sale aussi maintenant, hélas, parce que même l'eau pluviale n'est plus potable. Donc tout ça, ça passe dans une petite station de traitement biologique, bien entendu, à côté du bâtiment, ce qui fait une zone humide, ce qui permet de lutter contre les eaux de chaleur et qui permet aussi d'avoir une zone propice à la biodiversité. Mais aussi, le bâtiment, pour qu'il rapporte de l'argent, je le répète, il faut mutualiser ces espaces. Et ça, on se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Donc nous, maintenant, avec une petite entité dans le groupe Bouygues qui s'appelle Equance, on propose à nos clients, ceux qui veulent, ceux qui veulent gagner de l'argent, accessoirement, on leur dit, mais nous, on peut faire transpirer votre asset, on peut faire en sorte de vous donner toutes les garanties pour que lorsque vous, utilisateur principal, lorsque vous avez besoin des espaces, eh bien, tout sera remis en ordre, en sécurité. Mais par contre, quand vous n'êtes pas là, on va le sous-louer. On va le sous-louer et ça fait des recettes d'exploitation. Donc ça fait encore un troisième levier de recettes. Et on peut encore aller plus loin pour que le bâtiment rapporte de l'argent. Donc on travaille actuellement sur un modèle qui est complètement révolutionnaire, mais qui est quand même, on se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Il y aura de plus en plus de mobilité électrique, même si on rêve éveillé en croyant qu'il y aura autant de véhicules électriques qu'il y a de véhicules thermiques dans les années qui viennent. Il y en aura beaucoup moins, mais il y en aura quand même plus qu'aujourd'hui. Et les bâtiments, en fait, vont devenir des hubs d'électromobilité intégrés au bâti. C'est-à-dire, en fait, avant, on faisait son plein à la station-service. Maintenant, les voitures d'aujourd'hui et de demain feront leur plein d'énergie dans les bâtiments. Et qu'est-ce qui va alimenter en énergie les bâtiments ? C'est les bâtiments eux-mêmes, parce qu'ils vont être autoproducteurs de flux en courant continu. Et une grande partie de ces flux qui iront alimenter directement les véhicules électriques. Et aux surprises, ces véhicules électriques, lorsqu'elles seront chargées, eh bien, vont pouvoir servir aussi pour alimenter le bâtiment, parce que les véhicules vont être to building. Il y aura une réversibilité possible de l'énergie qu'il y a dans la batterie pour alimenter le bâtiment. Alors, c'est quoi l'intérêt pour le bâtiment ? Parce que le bâtiment consommera la même énergie, mais on sait que l'énergie va être plus ou moins chère en fonction de la demande. Aujourd'hui, on paye la même énergie à 15h ou à 17h ou à 18h. C'est une connerie. On sait très bien que pour EDF, ce n'est pas du tout le même coût. Alors ça, c'est une espèce de péréquation qu'on a fait là pour que tout le monde soit content. Mais tôt ou tard, ça va s'arrêter. Il y a déjà tout un tas de pays où on paye l'énergie en fonction de la demande. Alors comment on va arriver à ça ? Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Les bâtiments qui auront des véhicules électriques qui seront chargés, on pourra leur piquer un peu d'énergie au moment de la pointe pour faire en sorte qu'une partie du bâtiment, toute ou partie du bâtiment, puisse tourner en autarcie, donc tourner en autonomie avec l'énergie qui aura été préalablement stockée. Ça peut faire des économies monstrueuses. On a fait des simulations, c'est juste énorme. Dès lors que vous mettez 50, 200 ou 150 ou 300 voitures dans le parking, ça peut être tout à fait énorme. Donc ça, c'est quelques exemples qui montrent qu'il faut arrêter de raisonner en coûts. Il faut raisonner en coûts et en recettes pour avoir des bilans d'exploitation qui, si on arrive à cumuler toutes ces innovations, qui sont encore une fois pas des innovations technologiques, qui sont des innovations de modèles d'affaires, eh bien, qui permettent d'abord de supporter les surcoûts liés à des matériaux biosourcés qui sont effectivement plus chers et qui seront de toute façon toujours plus chers parce que tout le monde veut de la biomasse, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Donc si on veut continuer de bénéficier du meilleur de ces infrastructures, il va falloir changer le modèle. Changer le modèle et puis, comme tu le dis, produire sa propre énergie permet aussi de décarboner son bâtiment.
Donc, in fine, ça reste vertueux. Hein. En France, c'est pas tellement vrai parce qu'en France, on a la chance d'avoir une énergie de fonctionnement, électricité qui est extrêmement décarbonée déjà. Mais la France, c'est pas le monde. Et nous, on construit partout dans le monde. Donc, en France, à la limite, ce que je viens de vous dire, c'est pour la partie énergétique, c'est pas forcément le plus urgent à faire. Même si on a l'occasion de le faire, on le fera quand même parce qu'on a tout intérêt d'avoir une meilleure résilience et de ne pas dépendre uniquement des centrales nucléaires. Mais par contre, il y a énormément de pays dans le monde où leur mix énergétique électrique est très carboné. Alors là, on a tout intérêt à avoir des bâtiments qui fonctionnent au maximum avec des ENR parce qu'on sait très bien que la consommation d'énergie dans un pays pour la partie bâtiment, c'est 30-40% de la consommation d'énergie. Donc c'est juste énorme. Donc il faut que les bâtiments soient les plus autonomes possibles et c'est ce qui va se passer. Merci beaucoup Fabrice. Christelle, on retourne sur le terrain. En cas de sinistre, comment est-ce qu'on fait pour gérer un sinistre bas carbone ? Donc, pour gérer le sinistre, ce qui importe à l'assureur, c'est de savoir le niveau de risque qu'il avait sur ces nouvelles techniques et sur ces nouveaux matériaux. Donc, c'est le rôle de la commission prévention produits mis en œuvre qui va faire l'analyse de risque, donc des procédés innovants. Donc, notamment tout ce qui est avis technique, tout ce qui est règles professionnelles. Donc, on voit beaucoup maintenant les règles professionnelles pour la filière paille, pour la filière chanvre. On a aussi pour la construction en pierre sèche. Donc, tout ça, c'est de l'analyse de risque pour effectivement éviter justement le sinistre et avoir une analyse de risque en risque courant ou en risque aggravé. Et puis donc, en déduire de la technique courante et de la technique non courante. On a aussi analysé maintenant les recommandations professionnelles de réemploi, donc pour accompagner la filière réemploi. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une recommandation professionnelle acceptée, qui sont les éléments structuraux en acier. Mais voilà, c'est des choses qui vont continuer de se perpétuer et qui vont permettre déjà avec une analyse de risque d'avoir un niveau de risque de tous ces produits et ces procédés innovants. Evgenia nous parlait tout à l'heure de l'acceptabilité de l'usage, de l'utilisation de produits de réemploi. Comment est-ce qu'on rassure un assuré, justement ? Alors, il y a déjà la sensibilisation des maîtres d'ouvrage et puis notre propre engagement citoyen. Je crois que c'est déjà la base pour avancer sur le sujet. Et ensuite, c'est effectivement de montrer qu'avec ces recommandations professionnelles de réemploi, on assure effectivement, comme vous disiez, la qualité des produits, puisqu'on va requalifier le produit. Enfin, tout est écrit dans la recommandation professionnelle pour déconstruire, analyser et requalifier le produit avant de le remettre effectivement sur site. Donc de dire au maître d'ouvrage qu'il aura un produit qui aura la même garantie que si c'était un produit neuf. Christophe, comment est-ce qu'on rassure, assureur, assuré ? Comment est-ce qu'on rassure tout le monde ? Un premier enjeu, c'est la certification. Il faut recréer des logiques de certification pour garantir la qualité intrinsèque des matériaux. Et ça présuppose de la collecte de données, ça présuppose des coopérations importantes au sein des filières. Aujourd'hui, la Maïf, par exemple, a mis en place une expérimentation de hub pour soutenir le développement de filières sur les pièces de réemploi dans le secteur de l'automobile. Alors c'est génial, ça marche très très bien. Si tous les assureurs se mettaient à ses côtés pour accélérer la donne, ça irait beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Donc ça, c'est un premier élément. C'est de vraiment créer les coopérations nécessaires à l'accélération des mécanismes d'évaluation, de certification et de collecte de données sur les données d'usage du bâtiment. Le deuxième élément, là aussi, les modèles d'affaires sont soutenants. Quand j'évoquais tout à l'heure les dynamiques de performance d'un modèle d'affaires et quand je vous évoquais très rapidement à la beauté l'idée que vous pouviez assurer non plus demain des biens, mais assurer des fonctions, des usages, ça, typiquement, ça place le réemploi au cœur de votre dynamique de performance. Puisque, par définition, vous aurez... Alors déjà, si vous avez un équipement qui tombe en rade, avec le principe de vétusté, en général, on n'a pas une indemnité permettant le rachat à neuf. Donc on y est de sa poche. Et puis on a la franchise. Si demain, le sujet, c'est non plus de remplacer le frigidaire, mais c'est d'assurer la continuité de la chaîne de froid à l'échelle domestique, ça veut dire que vous pouvez pousser une indemnité qui va permettre la continuité par du réemploi et puis vous pourriez même l'encourager, les récompenser en disant si vous pouvez gérer le réemploi par rapport au remplacement à neuf, vous payez une demi-franchise. Et donc là, tout de suite, je veux dire, la pédale de gaz, elle s'enfonce et le réemploi, il décolle, quoi. Ça va très très vite, en fait. Donc voilà quelques exemples. Non, mais je suis entièrement d'accord.
Quels sont les risques, alors, les risques émergents? Non, mais le risque, c'est... Parce qu'en fait, en France et puis partout, aujourd'hui, on a une approche du développement durable, une approche techno-solutionniste. On se dit, oh là là, il y a une technologie magique qui va nous permettre de continuer comme avant sans rien changer, ni à nos façons de vivre, ni à nos modèles. C'est complètement faux. Ça, c'est des fake news totales. De faire croire aux gens que l'intelligence artificielle, que les voitures volantes, que les voitures électriques, que SpaceX, ça va nous permettre de décarboner de moins 90% de carbone dans les 25 ans qui viennent, mais de qui se moque-t-on, quoi? Quand est-ce qu'on va arrêter de mentir? Donc oui, il va falloir qu'on ralentisse le non-essentiel. Oui, il va falloir qu'on invente des nouveaux modèles économiques. Oui, il va falloir qu'on sorte de nos habitudes. Hein, tout le monde est pour le progrès, mais contre le changement. Il va falloir que ça change. Parce que de toute façon, là, si on continue de conneries, là, on va être à plus 4, plus 5 degrés à 2100. Ça va être invivable, quoi. Déjà, on va être à 1,5 degré en 2028, 2029, 70 ans avant ce qui était prévu. Le GIEC prévoit 246 millions de réfugiés climatiques avant 2040. On va les mettre tous, ces gens-là. Donc il faut qu'on réfléchisse un petit peu. Hein. C'est nous, les pays aux revenus, qui devons vraiment changer rapidement nos habitudes. Il faut arrêter de croire, alors oui, mais les Chinois polluent plus que nous, etc. Mais on s'en fout. À un rang motivé, on traîne le banc. Hein. Montrons l'exemple, mettons en place des nouveaux modèles, et ensuite on sera copié par les autres. Mais attendons pas que les autres bougent. Donc en fait, tout ça, c'est des problèmes de modèles. Ces problèmes de modèles, ce n'est pas des problèmes de technologie. Il faut se mettre bien dans la tête. Hein. Christophe, quelque chose à ajouter justement sur les risques émergents? Non, les risques, je pense, c'est le cœur de votre sujet, les risques. Donc vous maîtrisez forcément le sujet mieux que moi. Il y a l'explosion des risques naturels, inondation, sécheresse, feu. Et puis il y a les argiles. Il y a là l'été dernier, j'habite dans le 06, Alpes-Maritimes, département voisin, le Var. J'ai plusieurs amis qui ont des maisons dans le Var, qui y vivent à l'année. Et pendant l'été, ils ont ouvert le robinet, il n'y a plus d'eau qui coule. Alors là, ça fait tout drôle, hein, quand vous ouvrez le robinet qu'il n'y a plus d'eau qui coule. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas raccordés au réseau, ils dépendent d'un forage. Et puis à un moment donné, les nappes, elles sont tellement basses que le forage, il est à sec. Et donc là, il y a deux options. Vous reforez et vous retrouvez de l'eau, et vous respirez. Et la deuxième option, c'est que vous reforez et vous ne retrouvez pas d'eau. Et la valeur de votre maison, elle vaut 0. Donc ça, c'est les risques de transition. Voilà. Là, vous allez avoir des risques de transition où il va y avoir des ruptures brutales de valeur d'actifs. Mais c'est plus du linéaire, c'est brutal. Ça passe ça valait beaucoup d'argent à ça vaut 0. Il va y avoir les risques de responsabilité. Aujourd'hui, on a un nombre incalculable d'activités qualifiées d'éco-incompatibles. C'est-à-dire que vous pouvez les transformer tant que vous voulez, vous pouvez les améliorer tant que vous voulez, vous pouvez les optimiser tant que vous voulez. La seule bonne chose à faire, c'est d'arrêter, c'est d'échouer les actifs. Alors aujourd'hui, il n'y a pas trop grand monde qui veut y aller. À un moment donné, la contrainte réglementaire, elle va monter, et si vous ne le faites pas, il y a du risque juridique derrière. Donc il y a les risques naturels, il y a les risques de transition, il y a les risques juridiques. La palette, elle s'ouvre très 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 fort. Donc effectivement, un ISO modèle, ça va être impossible de gérer l'intégralité de ces risques, et surtout de faire les bascules en vitesse et en intensité suffisante. Rapidement, puisque je sais que vous avez quelque chose après. Fabrice, les limites du biosourcé. Il y avait un petit teasing au début. J'ai l'impression que tu avais envie de dire des choses. Non, mais il va y avoir l'Europe a fait des études là-dessus. Le biosourcé, c'est pas que c'est pas bon pour ça décarbone pas. Tout ce qui a été dit, c'est vrai. Le bois, ça stocke le carbone jusqu'à preuve du contraire. Tant que ça brûle pas. Hein. À Notre-Dame, ça finit par brûler. Ça a tout relargué. Le sujet, c'est les conflits d'usage. Aujourd'hui, tout le monde veut utiliser de la biomasse, les avions pour voler, les fameux SAF, là, les camions pour rouler avec du HVO ou des carburants à base de biomasse, les constructeurs pour construire, et puis il faut quand même manger accessoirement. On peut toujours sucer sa carte bleue, mais c'est moins efficace, il faut reconnaître. Et puis il y a aussi l'alimentation animale. Alors ça, on serait bien inspiré de ralentir notablement nos consommations de viande pour donner moins à manger à des animaux qu'on abat derrière, ce qui est quand même éthiquement un peu discutable. Et donc quand on fait cette somme de demandes de biomasse, compte tenu que tout le monde est en train de se réveiller, là, parce qu'il ne reste plus que 5 ou 6 ans pour changer de modèle, il n'y en a pas assez. C'est pour ça que je vous annonce quelque chose qui va vous intéresser. Là, donc avec Carbone 4,
et plusieurs grandes entreprises, dont Bouygues. On va lancer donc le 25 septembre prochain le premier modélisateur de plan d'affaires par rapport aux limites planétaires. Donc les entreprises qui vont s'amuser avec ce modélisateur vont mettre dans le logiciel non pas leur perspective de nombre de mètres carrés, d'augmentation de leur chiffre d'affaires par la vente de toujours plus de produits, parce que ça, ils vont le faire aussi, ça, mais on va leur demander surtout de dire par rapport à votre projection de business, c'est quoi les demandes que vous allez avoir en consommation de sable, en consommation de bois, en consommation de cuivre, en consommation d'aluminium, mettre tous les flux physiques qui nourrissent le plan d'affaires. Donc, et puis après, on appuie sur Enter, et puis on voit s'il y a assez de ces flux physiques, s'il y a assez de ces matériaux, s'il y a assez de ces ressources, compte tenu de la demande des autres industries. Donc il y a des fois, ça peut passer sur 1 an ou 2, mais sur 3 ou 4 ans, ça ne passera plus. Et ça permettra aux entreprises de dire, ah bah oui, là, non, le sable, par exemple, à partir de 2028, ça ne passera plus. Si je suis trop dépendant de cette ressource, je ne vais plus travailler. C'est ce que disait Christophe tout à l'heure. Donc il n'y aura plus de ressources. Et donc ce modélisateur va permettre de faire des plans d'affaires réalistes par rapport à ce que la planète est capable de produire comme ressources, que ce soit des ressources renouvelables ou non renouvelables. Alors le non renouvelable, si on a les bonnes filières de recyclage, ça peut durer plus longtemps, sauf qu'on a eu la mauvaise idée, enfin les industriels ont eu la mauvaise idée de tout mélanger. Alors ça veut dire quoi tout mélanger? C'est qu'en fait ça coûte trop cher aujourd'hui de faire des équipements avec des matériaux qui sont purs. Pur, c'est-à-dire qu'en fait, où il y aurait de l'aluminium pur, du cuivre pur, de tous les métaux du tableau de Mendeleïev pur. Plus aucun industriel fait ça. Donc pourquoi? Parce que ça coûte trop cher. Donc ils font des mélanges, ils font des alliages. C'est vrai pour le plastique, c'est vrai pour l'électronique, c'est vrai pour tout. Et quand vous faites des alliages, faites ce soir l'expérience, vous pouvez faire vous-même l'expérience si vous faites des crêpes ce soir à la maison. Prenez de la farine, prenez des œufs, prenez du sucre, prenez du lait, et vous mélangez tout ça. Puis après, vous dites, merde, j'ai encore besoin des œufs. C'est compliqué à aller chercher. Hein. Et c'est compliqué quand vous avez tout mélangé. Le problème du recyclage, c'est exactement la même chose. Pourquoi on ne recycle rien? C'est parce qu'on ne sait pas recycler, parce qu'on a tout mélangé. Aujourd'hui, pour faire 100 000 milliards de PIB au niveau mondial, on dépense 100 milliards de tonnes de matériaux. Ça, c'est les chiffres, c'est facile à se souvenir. Le taux de recyclabilité des matières premières au niveau mondial, il ne fait que baisser d'année en année. Alors qu'on n'arrête pas de parler d'économie circulaire partout. Il est que de 7,2%. 7,2%. On va chercher 100 milliards de matières premières dans la nature, renouvelables et non renouvelables, et on en recycle que 7,2%. Tellement c'est mal conçu en amont, et tellement les filières sont inefficaces. Voilà. Et c'est pour ça qu'on explose les limites planétaires, et c'est pour ça qu'il y a le Earth Overshoot Day tous les ans qui avance de quelques jours. Donc, pour prendre une métaphore dont on peut se souvenir, parce qu'en France, on a la Tour Eiffel. Tout le monde sait ce que c'est que la Tour Eiffel. Voilà. Bon. Et moi, je pense que quand je fais des conférences, je leur dis, je dis à mes étudiants ou aux entreprises dans lesquelles j'interviens, je dis, vous prenez la Tour Eiffel, vous enlevez un barreau de la Tour Eiffel, même pas mal, hein, parce que Gustave Eiffel n'était pas complètement con, il a quand même un peu redondé le truc, quoi. Hein. On enlève 2 barreaux, ça va bien. Puis si vous continuez d'en enlever, à un moment donné, tout s'effondre d'un seul coup. Exactement ce que Christophe disait tout à l'heure. Donc pour l'instant, on s'amuse tous les jours à enlever les briques de la vie, à enlever, on abîme les services écosystémiques, et tout va s'effondrer tout d'un coup. Donc c'est ça qui nous guette aujourd'hui. Et pas à l'horizon 2250, hein, dans les 10 ans qui viennent. Merci Fabrice. Alain, Fabrice l'a brièvement évoqué. Quelles sont les limites du bois, justement, de l'emploi du bois? Alors, les limites de l'emploi du bois, c'est un petit peu... c'est le cas de beaucoup d'éléments qui sont un peu biosourcés ou utilisés avec des matières qui sont renouvelables. Il faut examiner ça à l'aune, je dirais, de la performance technique des matériaux qu'on va utiliser. Si on prend l'exemple du bois, par exemple, une laine de bois, au niveau de sa résistance thermique, comparé à un isolant polyuréthane, par exemple, c'est beaucoup moins performant énergétiquement que du polyuréthane. Ça veut dire qu'à performance technique équivalente, on va utiliser plus de laine de bois que de polyuréthane. Donc quand on regarde après le bilan carbone de ça,
c'est pas forcément plus avantageux de mettre du bois que du polyuréthane. Bon, après, il y a un choix à faire. Bon, fabriquer du polyuréthane, c'est à base de pétrole, quelque part. Le bois, c'est renouvelable. Donc, bon, ça permet d'avoir un avantage au niveau du matériau en soi. Après, il faut l'incorporer dans un ouvrage de construction. Et là, les problèmes peuvent commencer parce qu'on va se poser des problèmes d'usage et de compatibilité avec la construction. Le bois et les isolants à base de bois, il ne faut pas que les insectes se mettent dedans, il ne faut pas que ça soit inflammable, donc il faut les traiter, il faut rajouter souvent des métaux dedans pour les rendre ininflammables. Quand on construit à base de bois, il faut se méfier des problématiques liées à la condensation, au pourrissement. Donc l'usage et l'emploi de matériaux biosourcés aujourd'hui dans la construction, ça a aussi ses limites, et puis ça impose de réfléchir au mode constructif qu'on met en place pour s'assurer qu'on n'ait pas de problème et qu'on ne crée pas finalement plus de problèmes qu'on ne va en régler en utilisant ces matériaux-là. Merci beaucoup. Alors, on a vu beaucoup les enjeux, les risques, etc. J'ai envie qu'on ouvre, qu'on finisse cette table ronde sur les perspectives et les innovations pour les assureurs. Christophe? Des innovations de modèles d'affaires, il y en a plein. Il y en a plein dans tous les secteurs, et donc il y en a forcément plein dans vos modèles d'affaires à vous. Une innovation qui serait intéressante, c'est l'innovation du Build Back Better, le sinistre positif. Ça a été dit préalablement, quand il y a un sinistre, il y a un actif qui s'écroule, il faut le rebâtir, on part d'une tabula rasa. Aujourd'hui, le principe indemnitaire présuppose qu'on remette en même état que ce qu'il y avait auparavant. C'est une connerie, puisque ce qu'il y avait auparavant, on se rend compte que c'est complètement inadapté au monde qui vient. Et donc, il faut complètement maintenant recomposer les reconstructions, les rénovations de manière totalement différentielle. Et là, effectivement, il y a des surcoûts, mais c'est par le modèle d'affaires beaucoup plus que par les approches techniques ou technologiques qu'on va trouver les solutions. Donc ça, c'est un exemple d'innovation qu'on peut imaginer. Après, il y a des innovations, c'est tellement intuitif, des innovations de conditionnement, d'assurabilité en fonction de la mise en œuvre de certaines pratiques, ou de bonus-malus, de primes, là aussi en fonction de certaines pratiques mises en œuvre. C'est même incompréhensible que ça n'existe pas, en fait, puisque aujourd'hui, on n'a pas intérêt à adapter son logement, puisque de toute façon, on n'est pas récompensé pour le faire. Et comme en cas de sinistre, la perte elle est socialisée, si demain on va récompenser les comportements par des logiques de bonus-malus, de primes, là aussi les comportements sont susceptibles d'évoluer de manière extrêmement significative. La relation entre l'assureur et le territoire, me paraît, on n'a pas beaucoup parlé des territoires, je vais dire un paquet des risques qui se gèrent à l'échelle des territoires et à l'échelle d'aménagement urbain portés par les collectivités territoriales. Donc là aussi, il y a des viviers d'innovation à mettre en œuvre. Je vous donne un exemple. On a travaillé dans le sud-ouest sur la problématique du mal logement avec un bailleur social qui va vraiment travailler sur les plus précaires des plus précaires. Donc c'est ceux qui n'ont pas un rond et qui ont énormément de mal à être logés. Eh bien, plutôt que de raisonner comme classiquement à construire de nouveaux parcs de logements, etc., on a fait une cartographie, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, on a fait une cartographie de la vacance du parc privé et public, et en fait, on s'est rendu compte que des mètres carrés, il y en avait de partout. Et donc, on a créé des dispositifs coopératifs entre la puissance publique, entre des acteurs privés et entre des propriétaires, et on a mobilisé cette vacance pour loger les plus précaires, dans quelque chose qui a coûté beaucoup moins cher. Ça présuppose d'être accompagné sur un plan assurantiel. Et donc, ça veut dire que derrière, c'est des nouveaux services à imaginer. En fait, dès qu'il y a des nouveaux modèles d'affaires qui émergent, il y a des nouvelles couvertures à prévoir. Donc, si vous vous mettez déjà dans la roue de l'innovation, de tous les modèles d'affaires innovants qui vont sortir, vous avez un sacré vivier d'innovation devant vous. Merci Christophe. Alain, peut-être quelque chose pour compléter ? Je dirais qu'il y a une responsabilité aussi qui pèse sur les intervenants lors d'un sinistre et sur les travaux à prévoir lorsque on doit réparer un ouvrage qui a fait l'objet de dommages. Je pense qu'il faudrait aussi inciter, mais c'est un mouvement qu'on commence à voir poindre dans nos réunions d'expertise au quotidien. C'est-à-dire que je pense que les gens sont de plus en plus sensibles à la notion de sobriété, d'économie, donc éviter de promouvoir systématiquement des réfections totales, alors qu'on peut imaginer, dans plein de circonstances, de conserver tout ou partie des existants
de les aménager. Donc ça veut dire faire appel un petit peu à la réflexion des entreprises qui interviennent et de l'ensemble des intervenants, parce que c'est tellement simple de se dire on fait table rase et on met tout à la poubelle. Moi, au quotidien, dans mes expertises, j'essaie toujours de dire on va essayer de se creuser la tête pour trouver des moyens de conserver ce qui peut être conservé et puis de proposer une solution in fine avec l'appui des assureurs qui vont nous suivre sur une garantie appliquée, même si on n'est pas tout à fait conforme aux règles de l'art. Mais à partir du moment où notre analyse nous montre que ce à quoi on arrive in fine, ça marche, ça fonctionne, les assureurs nous suivent, les entreprises aussi. Je pense que c'est gagnant-gagnant et on peut arriver à optimiser le coût de la réparation et le bilan, finalement, le bilan carbone de la réparation qu'on va mettre en place. Merci. Oui, bien sûr. Si je peux peut-être juste dire un mot complémentaire. Je pense aussi qu'aujourd'hui, le modèle économique assurantiel, il est fondé sur la réparation. Et il y a vraiment à pivoter aussi une partie des modèles économiques vers la prévention. On voit des expériences extraordinaires émerger dans le domaine de la santé, par exemple. Et ce qui est très intéressant, c'est de dézoomer. Les expériences qui ont lieu pour l'instant dans la santé ne traitent pas uniquement de la santé humaine, mais abordent le concept de santé globale. La santé globale, c'est quoi? C'est une santé qui relie la santé des hommes à la santé de la société, à la santé des écosystèmes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Maïf, par exemple, est en train d'expérimenter des choses en partenariat avec l'ADEME. Non, c'est Harmonie Mutuelle, pardon. Qui est en train d'explorer des choses en partenariat avec la Maïf, où dans les contrats prévention santé, vous avez des conditions préférentielles à l'échelle des entreprises si l'entreprise s'engage à mettre en œuvre des scénarios de transition de l'ADEME. Là, et puis là, avec un calcul plus fin des coûts évités et ou des coûts de l'inaction, vous allez pouvoir mieux allouer les ressources entre prévention d'une part, réparation d'autre part. Donc là aussi, c'est beaucoup de nouveaux modèles qui peuvent émerger. La notion du One Health, justement. Merci à tous, merci pour votre expertise. On les applaudit bien fort.